Bon, eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci pour ces mots d'introduction, Pierre. Je vais lire ceci. Alors, je vais commencer ma présentation en fait par quelques mots sur l'Association canadienne de l'hydroélectricité. C'est donc un événement ici qui se focalise quand même pas mal sur le Québec. Je me suis dit que peut-être rappeler la vocation et puis la mission de l'Association canadienne de l'hydroélectricité serait sans doute intéressant. Donc, notre association a été fondée en 1998 et c'est l'association nationale qui est vouée à la défense des intérêts de l'industrie. Nos membres proviennent vraiment de tous les secteurs qui se retrouvent au sein de l'industrie, donc notamment les propriétaires de plus de 95% de la puissance hydroélectrique installée au Canada, et de même que des fabricants, des promoteurs, des sociétés de génie conseil, des organismes et des particuliers qui ont un intérêt et qui s'intéressent donc au domaine de l'hydroélectricité. Comme toute association, notre association est gérée par un conseil d'administration avec des représentants élus. Notre mission est de faire la promotion au niveau fédéral des avantages techniques, économiques, sociaux et environnementaux de l'hydro, et de préconiser en fait le développement et l'utilisation responsable de l'hydroélectricité pour satisfaire de manière durable en fait les besoins actuels et futurs en électricité. Donc après ces quelques mots sur l'association, cette vue d'ensemble, il est important de voir le fait que l'hydroélectricité au Canada est réglementée de façon assez stricte au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler, encore une fois, vous donner une vue d'ensemble de l'hydroélectricité au niveau national, pas vraiment me focaliser sur les régionalités et notamment sur le Québec. Les législations clés pour notre industrie, encore une fois au niveau fédéral, sont la loi sur l'évaluation environnementale, la loi sur les pêches et la loi sur les espèces en péril. Comme vous le savez, on a maintenant un nouveau gouvernement majoritaire libéral depuis octobre dernier, et avec ça des promesses de réforme, ou en tout cas des promesses de révision, notamment de la loi sur l'évaluation environnementale et de la loi sur les pêches, ce qui promet pas mal de dossiers à suivre pour nous. Et en tant qu'association, donc notre rôle, ce sera de garder un œil sur les réformes proposées, de travailler avec le nouveau gouvernement si nécessaire concernant ces changements. Donc j'ai bien conscience du fait que je parle à quand même des spécialistes et à des gens qui connaissent très bien l'hydroélectricité, mais même quand je parle à des spécialistes, très souvent les chiffres surprennent, les chiffres concernant l'hydroélectricité au niveau national. Donc il est important, je pense, de rappeler que l'hydroélectricité au Canada, c'est zéro pollution atmosphérique. C'est la première source d'électricité au pays, et je rentrerai un peu plus dans les statistiques un peu plus loin dans la présentation. Nous sommes le 3e producteur d'hydroélectricité au monde. Nos installations ont une durée de vie qui se comprend entre 50 et 100 ans, parfois même plus. Nous comptons environ 500 installations à travers le pays, dans virtuellement chaque province et chaque territoire, à quelques exceptions près. Une production d'hydroélectricité au Canada d'environ 372 TWh en moyenne au cours des 5 dernières années. Le chiffre que vous voyez de 355 TWh est un petit peu sous-évalué. Il correspond au chiffre qu'on avait il y a quelques années. C'est également 76 000 MW donc, de puissance installée, et surtout 160 000 MW de potentiel technique inexploité. Et je reviendrai sur ces chiffres également un peu plus tard dans la présentation. Donc après avoir donné un peu le contexte général de l'hydroélectricité au niveau national, j'aimerais un peu rentrer dans le vif du sujet également, et organiser ma présentation en fait autour de 6 points principaux. Le premier point, et encore une fois je sais que c'est tout le monde, la plupart des gens seront d'accord avec ceci, mais c'est important de le rappeler, l'hydroélectricité est une source d'électricité propre et renouvelable. C'est un graphique qui est retiré en fait d'un rapport qui a été commandité par Manitoba Hydro en 2003, qui a été complété par l'Institut Pembina, et qui en fait démontre que sur des projets de Manitoba Hydro à l'époque, Wusquatem et Kiask, qui est actuellement en construction, on voit sur un cycle de vie complet que les émissions de gaz à effet de serre reliées à l'hydro sont bien en deçà et en dessous du charbon, donc des énergies fossiles, le charbon, le gaz naturel, et même en dessous de l'éolien. Donc c'est d'ailleurs grâce à ces attributs environnementaux assez uniques associés à l'hydroélectricité que notre secteur a été invité en mai dernier, donc en mai 2015, à cofonder le Conseil canadien de l'électricité renouvelable. Ce conseil, je tenais à le mentionner aujourd'hui parce qu'il est assez récent, je viens de le dire, mai 2015, et très intéressant par sa mission. Il réunit 4 partenaires stratégiques, l'association des industries du solaire, l'association de l'éolien, donc tout ça ce sont des associations nationales, des associations canadiennes, donc l'éolien, le solaire, l'association
marémotrices, donc des énergies renouvelables marines, et nous-mêmes, donc l'Association canadienne de l'hydroélectricité. Donc ensemble, le vent, le soleil et la force de l'eau représentent les sources d'électricité renouvelable les plus importantes au pays. Et en unissant nos voix, en fait, nous espérons que ce conseil arrivera à promouvoir le développement croissant des renouvelables et démontrer leur valeur ajoutée de façon unie. Le deuxième point que j'aimerais faire est en lien à notre statut au niveau mondial. Donc, comme je l'ai dit, l'hydroélectricité est donc au 3e rang mondial au niveau de sa production. Plus de 60% de l'électricité produite au Canada provient de l'hydroélectricité. Cette statistique en tant que telle est assez impressionnante, surtout lorsque l'on considère le fait que 4 de nos provinces ont une puissance installée en termes d'hydroélectricité qui fournit plus de 80% de leur électricité. Donc, au Québec, presque 99% je crois, les dernières données hydro. Après on a le Manitoba avec 97% hydro, Terre-Neuve 96% hydro et la Colombie-Britannique avec à peu près 86% hydro. Donc le Canada est un chef de file mondial, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir là-dessus, ce qui se manifeste notamment en fait par notre savoir-faire qui s'exporte vraiment partout dans le monde. Donc on a énormément de demandes de collaboration avec des pays comme la Chine, comme le Brésil bien évidemment, qui sont numéro 1 et numéro 2 au niveau mondial, mais également des pays qui développent de plus en plus leur hydro, notamment sur le continent africain. Troisième producteur d'hydro au rang mondial. Encore une fois, je veux juste mettre l'exergue sur le fait que la Chine, 1 milliard d'habitants, le Brésil, 200 millions d'habitants, et le Canada, 35 millions d'habitants. Quand on remet ça un peu en perspective, très clairement, le fait qu'on est 3e au rang mondial, c'est une statistique assez impressionnante et je pense quelque chose dont on peut être assez fier. Donc après avoir vu que l'hydroélectricité représente une part conséquente de l'électricité produite au Canada, j'aimerais replacer l'hydroélectricité produite au Canada dans un contexte un peu plus large. Donc si on regarde la façon dont le monde et la façon dont les États-Unis... je ne sais pas si je peux pointer... Oups. Ok, donc le monde, les États-Unis, le Canada. Si on regarde la façon dont le monde et les États-Unis produisent leur électricité, on se rend compte qu'ils ont une répartition énergétique assez similaire. La deuxième observation, c'est que les États-Unis sont finalement assez similaires du reste du monde donc dans leur distribution. Et au niveau mondial, comme aux États-Unis, malheureusement, je dirais, les énergies fossiles représentent une part conséquente de la répartition de leur production. On sait que l'hydroélectricité progresse au niveau mondial, même si elle ne représente qu'environ 17% au niveau mondial et 7% aux États-Unis. Le Canada, comme je l'ai dit précédemment, jouit d'une flotte hydroélectrique impressionnante, ce qui nous permet en fait d'atteindre environ 80% de notre production électrique de sources non émettrices, c'est-à-dire lorsque l'on ajoute à l'hydroélectricité les autres renouvelables tels que l'éolien, le solaire et puis le nucléaire, on arrive à 80%. Donc, grâce à l'hydroélectricité, le Canada a l'un des systèmes électriques les plus propres au monde. Et cela nous permet d'être un partenaire de choix et un partenaire majeur, notamment des États-Unis, en matière d'export d'électricité propre et renouvelable. En gardant tout ça à l'esprit, j'aimerais par ailleurs introduire une donnée additionnelle qui illustre encore plus le caractère unique du Canada et de son profil énergétique. Donc bien que l'on représente déjà plus de 60% de l'électricité produite au Canada, le potentiel hydroélectrique technique inexploité est considérable. On pourrait plus que doubler en fait notre capacité installée actuelle hydroélectrique. Donc cette carte démontre ça. On peut voir en effet donc, par province et territoire la répartition de la capacité installée actuelle en bleu et le potentiel inexploité en vert. Donc comme je l'ai dit au départ, 76 000 MW au niveau national, 2 MW en termes de capacité installée avec un potentiel technique inexploité qui pourrait plus que doubler notre capacité installée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a presque dans chaque province et territoire un potentiel assez conséquent. Donc, toujours pour illustrer cet important potentiel, j'aimerais remettre les chiffres, encore une fois en contexte, grâce à des exemples de projets construits au cours des 10 dernières années et des projets qui vont être en construction, qui vont rentrer en service au cours des 10 prochaines années. Donc 5000 signifie qu'environ 5000 MW de projets hydroélectriques ont été construits au cours des 10 dernières années et on estime qu'environ 5000 MW additionnels seront construits au cours des 10 années à venir.
Donc en termes d'exemples, au cours des 10 dernières années, par exemple, nous savons tous qu'une partie de la Romaine a été complétée, le projet Juaneta en Colombie-Britannique également, ainsi que le projet de Lower Matagami en Ontario. Et par ailleurs, de larges projets viennent d'être approuvés ou sont déjà en construction, tels que Muskrat Falls, 824 MW avec une entrée en service prévue d'ici 2017, Kiask au Manitoba, 695 MW avec une entrée en service d'ici 2020, et Site C en Colombie-Britannique avec 1100 MW prévue une entrée en service en 2024. Donc ça fait en sorte qu'en termes de classement de projets d'infrastructure, si vous êtes familier avec le magazine Renew Magazine, qui fait en fait chaque année un listing des projets d'infrastructure les plus importants en termes de capitaux, donc en termes d'investissement, en termes du top 5, 4 des projets qui font partie de ce top 5 sont des projets hydroélectriques. En numéro 1, on a le Eglinton Crosstown LRT à Toronto, qui est leur tramway. En numéro 2, on a le Site C. En numéro 3, Muskrat Falls. Numéro 4, La Romaine. Et numéro 5, Kiask. Encore une fois, c'est un classement qui est fait en termes de capitaux investis. Donc je pense que ça va sans dire que le secteur de l'hydroélectricité est un moteur très important, presque vital, de l'économie canadienne en termes de revenus apportés au produit intérieur brut et en termes d'emplois directement soutenus par l'industrie. Vous voyez ici une photo d'un rapport que nous avons commandité en 2015 qui est basé sur de l'information en fait disponible dans le domaine public concernant les investissements qui ont été faits en matière de production d'hydroélectricité, de transmission et de distribution. Donc c'est un modèle input-output qui a été appliqué selon Statistique Canada, qui a été appliqué à l'année 2013, qui était l'année en fait où les données les plus récentes étaient disponibles par Statistique Canada. Ce rapport a révélé notamment qu'en 2013, les activités d'investissement et d'exploitation de l'industrie hydroélectrique ont contribué pour 37 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et ont soutenu plus de 135 000 emplois au Canada. Donc j'ai maintenant amplement parlé du contexte et du potentiel considérable de l'industrie. Et je sais que pendant la période de questions, sans doute certains d'entre vous me poseront la question de savoir, ok, très bien, on a du potentiel, mais comment pouvons-nous concrétiser, réaliser ce potentiel ? Je pense qu'il va sans dire qu'il faudra, il sera fondamental en fait de continuer le travail qui a été fait sur le terrain depuis des années en matière de relations avec les communautés autochtones. Aucun projet ne devrait et ne pourra être développé sans un engagement proactif et une collaboration effective avec les communautés autochtones en lien avec un projet. Un prix national sur le carbone serait également intéressant et permettrait sans doute à l'hydro d'être sérieusement compétitive par rapport à d'autres secteurs, notamment par rapport au gaz naturel qui jouit de prix assez bas actuellement. Il sera bien sûr également très important de continuer à continuellement améliorer nos pratiques et nos techniques pour éviter et limiter nos impacts environnementaux. Et également très important de s'assurer que les réglementations fédérales, notamment si elles sont revues et réformées cette année, n'évolueront pas dans une voie peut-être difficile pour l'hydroélectricité. Et finalement, je pense qu'un des axes principaux qui nous permettra de réaliser ce potentiel concerne l'électrification des transports en Amérique du Nord et à plus long terme l'usage croissant de l'électricité à la place des combustibles fossiles dans de nombreuses industries. Ça, en lien avec ce segment, il sera très important de continuer à exporter notre hydroélectricité, notamment vers les États-Unis. Donc à ce sujet, donc au sujet des exportations aux États-Unis, j'aimerais juste mentionner, j'arrive à la fin de ma présentation, mais il est important de mentionner qu'au cours des dernières années, la CH a travaillé à ce que l'hydroélectricité canadienne soit reconnue dans le Clean Power Plan de l'Agence environnementale des États-Unis en tant que source acceptable d'électricité pour permettre aux États d'utiliser l'hydroélectricité canadienne afin d'atteindre leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, des progrès assez avancés ont été faits au niveau fédéral, même si des efforts restent à faire au niveau des États. Et certains d'entre vous ont sans doute entendu parler que hier soir, la Cour suprême des États-Unis a appuyé sur le bouton pause pour l'applicabilité du Clean Power Plan, ce qui sans doute met pas mal d'obstacles sur l'applicabilité de ce rapport, ou en tout cas pas mal d'appels en cours de justice, etc. Donc un circuit encore assez long avant d'en voir le bout.
Mais quoi qu'il en soit, nous exportons déjà environ 40 TWh d'hydro par année aux États-Unis. Et bien que ce chiffre puisse paraître conséquent, ça ne représente que 1% de l'électricité consommée aux États-Unis. Donc il y a encore pas mal de marge, même si on ne veut pas forcément constituer 10% de leur consommation, mais même si on pouvait constituer 2%, ce serait un progrès assez significatif pour le marché des exports des États-Unis, du Canada. La capacité importante d'entreposage des réservoirs hydroélectriques, par exemple de Manitoba Hydro, permet de soutenir l'éolien, encore une fois par exemple, au Minnesota, au North Dakota et au Wisconsin. Un large projet est actuellement en discussion concernant l'export d'hydroélectricité du Manitoba vers les États-Unis. Ce projet permettrait de soutenir l'électricité produite par les éoliennes lors de périodes de creux aux États-Unis. Et ce serait un cas assez formidable où on verrait une source d'électricité renouvelable, l'hydro au Canada, aider une source d'électricité renouvelable aux États-Unis, l'éolien. Je crois que ça avance tout seul. Okay. Donc, en note de fin, j'aimerais juste conclure mon exposé avec de la pub, la pub de mon association. Donc, une vidéo que nous avons développée l'année dernière qui en fait récapitule les messages clés que j'ai communiqués aujourd'hui. Et vous inviter également, si vous en avez l'occasion, à visiter notre site internet et à participer à notre forum 2016 sur l'hydroélectricité qui se tiendra à Ottawa cette année, les 8 et 9 juin, où vous aurez encore la possibilité d'entendre de la part des députés et de la part également des décideurs de loi les mises à jour importantes au niveau des lois fédérales qui nous affectent et également les projets en cours et les projets en cours de restauration, etc. L'hydroélectricité est propre, renouvelable et fiable. À elle seule, elle génère 63% de l'électricité du Canada, faisant de notre pays le troisième plus grand producteur d'hydroélectricité au monde. Avec plus de 500 installations opérant à travers le pays, elle fournit de l'électricité à des millions de foyers et d'entreprises. Le Canada possède de vastes ressources hydroélectriques et nous pourrions encore plus que doubler notre capacité installée actuelle. L'hydroélectricité offre une source durable et abordable d'électricité. Elle convertit l'énergie de l'eau avec un taux d'efficacité de plus de 90% sans consommer d'eau ou appauvrir nos ressources en eau. La production hydroélectrique peut également être activée ou désactivée plus rapidement que toute autre source et permet le stockage de l'énergie. Ce qui en fait le partenaire idéal pour aider à intégrer de nouvelles sources d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire au réseau électrique. Grâce à l'hydroélectricité, le Canada possède l'un des systèmes électriques les plus propres et renouvelables au monde. L'hydroélectricité peut nous aider à combattre les changements climatiques tout en nous aidant à nous adapter à ses effets potentiels. Elle produit de l'électricité sans générer de pollution de l'air et ses émissions de gaz à effet de serre sont presque non existantes. Les producteurs hydroélectriques innovent constamment pour éviter et atténuer les impacts écologiques et sociaux de leurs installations afin de réduire leur empreinte environnementale. L'hydroélectricité stimule également l'économie du Canada. En 2013, elle a soutenu 135 000 emplois et a généré plus de 30 milliards de dollars pour le produit intérieur brut du pays. L'hydroélectricité au Canada, propre, renouvelable et fiable. Visitez canadahydro.ca pour en savoir plus à propos de l'avenir de la plus grande source d'électricité du Canada. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Mais, je ne sais pas si je dois dire bonsoir, bonjour, on est encore dans le temps. Première des choses, c'est ça, Pierre il m'a présenté. J'ai pas la prétention de tout connaître, là, mais j'ai touché à peu près à tout ce que... j'ai passé quand même une trentaine d'années au gouvernement, au ministère de l'Environnement. J'ai travaillé dans le domaine des barrages publics. J'ai fait le tour du ministère dans différents contextes, au niveau des mines, l'assainissement urbain, développement réglementaire, pour finalement revenir quelques années avant le déluge du Saguenay, revenir dans le domaine des barrages. Donc, j'ai vécu l'événement comme tel, le déluge du Saguenay. Donc, c'est une expérience qui a vraiment marqué
et qui a apporté beaucoup de changements dans le domaine des barrages et également dans le domaine de l'hydroélectrique. Un événement comme ça, ben, ça marque la société, puis ça fait aussi évoluer les choses. Maintenant, on est rendu avec une loi, depuis 2012, une loi 2002, sur la sécurité des barrages. Ça crée des obligations, ça crée des changements dans le domaine. Ça a des implications financières. Tout ça, c'est l'évolution du contexte de l'encadrement réglementaire et légal dans l'hydroélectrique. Puis, bien, avec la loi sur la sécurité des barrages, bien là, ça crée de nouvelles obligations, comme je l'ai mentionné. Mais dans le fond, toutes les lois évoluent. On a parlé de la loi sur la qualité de l'environnement qui, elle aussi, évolue, mais il y a d'autres lois également qui évoluent. Donc, ma présentation, qu'est-ce que je vous propose? C'est dans un premier temps, on va vous faire une liste non exhaustive des lois qui peuvent s'appliquer dans un contexte d'aménagement hydraulique. Aménagement hydraulique, je parle de barrage, force hydraulique. Également, je vais intervenir dans un deuxième temps pour parler un peu des contextes, les différents contextes où ces lois pourraient s'appliquer durant la vie utile d'un barrage, puis d'un aménagement. Pour finir avec quelques enjeux parmi de nombreux autres. Je n'ai pas non plus la prétention de dresser toute la liste des enjeux, il y en a de nombreux. Et je ne contrôle pas tout, puis je n'ai pas non plus toute la connaissance pour vous en parler. Donc, commençons un peu avec l'encadrement légal. Je l'ai divisé un peu avec, dans un premier temps, la liste de qu'est-ce qui peut concerner, qu'est-ce que j'appelle des permis, qu'est-ce qu'on appelle des permis couramment. Là. Les plus connus, c'est la loi sur la qualité de l'environnement, avec l'article 31, que tout le monde connaît, les études d'impact, les audiences publiques. C'est énorme, c'est gros. Mais, dans le fond, quand on regarde le portrait des autres lois, on parle des articles 22, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la loi sur la sécurité des barrages, la loi sur le régime des eaux, l'arrêté en conseil, ça je vais en parler tantôt, les lois fédérales qui s'appliquent. Quand vous passez au BAP puis vous passez à 31.1, ben il y a peut-être 80% des problèmes qui sont réglés. Tu sais, quand on regarde une liste comme ça, on se dirait, ben regarde, peuvent-tu en faire une et une seule loi pour les forces hydrauliques? Avoir une et une seule autorisation. Mais le 31, c'est un peu ça, le 31. Quand on parle des audiences, puis tout ça, c'est tu règles tous en amont les problèmes, puis tu les vois toutes. Donc, au bout du processus, il y a une autorisation, il y a un décret qui est produit, mais on a avancé dans toutes les autres, donc les autres, ça découle, ça devient plus facile. Si vous n'avez pas un 31.1, à ce moment-là, vous allez avoir un 22, vous allez les avoir pareil dans le décor, mais ça va être plus compliqué, vous allez les adresser, puis vous ne verrez pas les problèmes arriver. Vous allez avoir juste une fois quand vous allez arriver au mur. Si on regarde le bail, c'est l'aboutissement. Le bail, ça concerne ni plus ni moins les droits publics. C'est qu'est-ce qu'on vous accorde si vous voulez avoir une centrale hydroélectrique, bien, ça vous prend des forces. Il y a encore des forces privées au Québec, qui sont rares, mais si vous avez un projet de petite centrale, bien, c'est fort probable que ce soit des forces publiques. Et également, s'il y a des forces publiques, on parle du domaine hydrique public aussi. Vous allez vous asseoir dans le lit du cours d'eau. Le cours d'eau est public. Et vous allez inonder des terres publiques, fort probablement également. Donc, tout ça, ça fait l'objet d'un bail. Donc, la loi qui concerne ça, c'est la loi sur le régime des eaux. C'est une loi qui est, je ne sais pas combien de personnes connaissent la loi sur le régime des eaux. Probablement, c'est une loi qui peut être méconnue. Les gens connaissent beaucoup la loi sur la qualité de l'environnement, mais la loi sur le régime des eaux, c'est une loi qui est très vieille. C'est une des premières lois du Bas-Canada. Ça a servi au développement industriel il y a à peu près 160 ans. Donc, c'est une loi très importante pour le développement hydroélectrique. Également, le règlement sur le domaine hydrique de l'État, je vous ai parlé, des forces hydrauliques. Vous êtes assis sur un cours d'eau, ça va prendre un bail, vous allez occuper le lit du cours d'eau. Le domaine hydrique, c'est une direction du centre d'expertise. Loi sur les terres du domaine de l'État, là on revient au MERN. C'est une loi aussi qui s'applique. Vous allez avoir du domaine de l'État aussi qui va être nécessaire. Les lois des ministères. Les lois des ministères, ben, c'est si un ministre veut signer votre bail, ben, ça lui prend une autorisation. Et ça, c'est un autre décret. Donc,
Quand on dit qu'un bail, ça prend un décret, ben c'est ça prend que les pouvoirs pour pouvoir signer le document. Et il y a d'autres lois qui peuvent s'appliquer. Quand je dis des lois spéciales, ici, qu'est-ce que je vous présente? C'est que si vous avez une centrale de 50 MW et plus, là, je parle plus dans des cas exceptionnels, mettons pour Rio Tinto, c'est pas la loi sur le régime des eaux qui s'applique, ça prend une loi spéciale. La loi sur le régime des eaux s'adresse juste aux 50 MW et moins. Les vieilles lois Georges V et Georges VI, c'est vieux, mais à l'époque, c'est ça, les premières lois pour les centrales. C'est des lois qui datent des années 30, 50, puis c'est des lois qui sont encore en vigueur. Donc, quand il y a des renouvellements, ça peut encore s'appliquer. Il y a différents contextes. Puis, là, je vous épargne de tout le restant. Là. Il y a des lois sur les compétences municipales, la loi sur l'Hydro-Québec, la loi sur la Régie de l'énergie, le Code civil aussi, qui peut en fait, le Code civil, c'est la base de bien des choses. Souvent, il y a des choses, quand on dit, mettons, les droits d'inondation. Les droits d'inondation ne sont pas régis par la loi sur le régime des eaux, ne sont pas régis par la loi sur la sécurité des barrages, ni la loi sur la qualité de l'environnement. C'est régi par le Code civil, purement et simplement. La loi sur les expropriations, quand vous faites une centrale hydroélectrique, la loi sur le régime des eaux vous donne des droits. C'est une des rares lois qui vous donne des droits. C'est rare. Maintenant, les lois, généralement, vous enlèvent des droits, mais celle-là, elle vous a donné des droits en 1856, puis existe encore. Dans la loi sur le régime des eaux, il y a encore des droits de flottage. Ils ne sont plus applicables, là. Ils vont être bloqués par d'autres lois, mais c'est encore là. Mais il y a aussi un droit à l'expropriation. Donc, il y a un chapitre sur l'expropriation. Dans certains cas, ça peut être utile. Mais généralement, la loi sur l'expropriation, elle, s'applique en parallèle aussi pour la procédure. Contexte d'application, je vais vous parler rapidement de différents contextes, notamment un nouveau projet. Si vous démarrez un nouveau projet, s'il y a un renouvellement de bail, s'il y a une fin de bail, des travaux majeurs ou d'autres déclencheurs, je vais vous en parler de quelques-uns. Nouveau projet, c'est la totale. L'ensemble des lois, loi sur la qualité de l'environnement, loi sur la conservation, loi sur la sécurité des barrages, loi sur le régime des eaux, tout s'applique. Vous avez un nouveau projet, vous avez l'ensemble des problèmes. En plus, puis je pense qu'il faut insister là-dessus, si vous faites un nouveau projet, je pense que c'est la pierre angulaire, c'est la nécessité d'avoir de l'acceptabilité sociale. Je pense que les gouvernements, les politiciens, tout ça, si vous n'avez pas ça, c'est presque inutile de vous présenter. Ça devient comme un mur infranchissable. Pour vous préparer à ça, à un nouveau projet, je pense que je dois mentionner qu'il y a un guide au MERN qui est sur l'octroi des forces du domaine de l'État. Centrale 50 MW et moins, ça c'est le long titre. C'est un bon guide. Il détaille très très bien les étapes puis le processus. Donc, vous savez comment procéder étape par étape. Je dois vous mentionner que ce guide-là, ça sous-tend que les signatures, notamment du bail, ceux qui octroient les forces, c'est le MERN puis le MDD-ELCC, notamment à partir de la loi sur le régime des eaux, puis eux autres ont des pouvoirs discrétionnaires assez élevés. Donc, ils peuvent vous exiger certaines choses. C'est bon de discuter avec eux autres de façon préalable pour savoir leur vision des choses. Puis, nécessairement, préalable à ça, ça vous prend un contrat d'achat aussi. Avant d'avoir des forces, ça vous prend un contrat d'achat électrique puis une entente de raccordement avec Hydro-Québec, puis en plus, toutes les autres autorisations en vertu des lois et règlements. Donc, avant d'avoir votre bail, il y a beaucoup de préalables que vous devez avoir. Le bail devient comme l'aboutissement du processus. Autre contexte, contexte d'application, toujours dans le bail. Si vous voulez renouveler votre bail, ce n'est pas une demande de permis comme telle. Vous n'allez pas venir vis-à-vis de la loi sur la qualité de l'environnement ou avoir un nouveau permis phonique. Ça, c'est pas un problème. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des consultations puis il peut y avoir des considérations qui viennent s'ajouter ou peuvent changer. Mettons que vous avez un débit réservé, ça peut être remis en question lors de votre négociation de votre renouvellement du bail. Mais généralement, c'est une mise à jour du contenu. On parle plus des revenus. Donc, vous retournez voir l'entente avec Hydro-Québec qui devrait expirer en même temps. Puis aussi, vos dépenses, et puis les moyens, vos redevances, donc les tarifs de location des forces, des terres, tout ça, c'est mis à jour. Et aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est une occasion pour régulariser des situations.
Donc, si vous avez un gros dossier de plainte, puis le monde n'est pas content du niveau d'exploitation de votre réservoir, ou encore, il y a quelqu'un qui vient, il veut discuter du tout dit, puis votre plan de gestion, bien, ça peut rentrer dans le décor de la négociation. En fin de bail, qu'est-ce qui se passe? Si, mettons, vous décidez de c'est fini, là, il n'y a pas de renouvellement, c'est terminé, bien, c'est un peu le processus qui va y arriver, c'est que soit vous remettez les clés, le gouvernement est content, ils reprennent ça. Le MRN reprend ça, transfère ça ultérieurement au centre d'expertise qui en assure la gestion, le maintien et son exploitation à ses frais. Ça finit là, c'est bien. C'est une belle histoire, mais il faut que le barrage réponde, la centrale réponde à la mission de l'État. Dans le cas contraire, si le barrage ne répond pas à la mission de l'État, bien, c'est bon de lire les clauses de terminaison de votre bail. Généralement, c'est la remise en état des lieux. Donc, il faut que vous arrosiez, puis vous remettez l'État comme il était auparavant. Donc, puis les lois qui s'appliquent, notamment la loi sur la sécurité des barrages, va vous demander de redonner l'écoulement complet, de créer aucune obstruction dans le lit du cours d'eau. D'un autre côté, vous allez avoir la loi sur la qualité de l'environnement qui va s'en mêler, puis il va dire, bien là, il faut que tu fasses ça avec tel matériau parce qu'il est contaminé, ton béton, il y a des silicates dessus. Tu retrouves de l'huile de ça, puis tes turbines, il faut que tu les envoies là, tu les traites. Donc, il y a il peut y avoir beaucoup d'exigences. Puis, en plus, au niveau faunique, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est que la faune vous demande de maintenir le niveau d'eau. Donc, il faut enlever votre barrage, mais en même temps, il faut vous maintenir le niveau d'eau. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est des choses qu'on voit très, très souvent, là. Donc, il y a comme un compromis. Bien souvent, c'est moins pire de l'araser partiellement que de l'enlever complètement, mais si vous l'arasez partiellement, vous êtes mieux de vous assurer que le MRN ou le CEHQ ou quelqu'un va le reprendre par après, parce que sinon, vous allez rester pris avec toutes les obligations, notamment les obligations de la loi sur la sécurité des barrages ou d'autres obligations légales ou responsabilités civiles, là. Il y a un autre, dans le Code civil, il y a d'autres choses qui sont prévues, de l'abandon. On peut toujours abandonner votre barrage, dire, regarde, avoir un processus d'abandon. Il y a bien des choses qui, comme autour de Québec, toute la falaise est abandonnée, c'est remis à l'État, compte tenu qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, un barrage qui n'a rien à faire avec ça, vous pourriez l'abandonner purement et simplement, faire un acte d'abandon. C'est pas très populaire. Je vous avoue que si vous voulez rester dans l'hydroélectricité, vous avez d'autres barrages, je pense que vous ne gagnerez pas bien de points auprès du gouvernement. J'ai même vu dans certains cas une municipalité qui a abandonné un barrage, qui l'a retourné, qu'une fois que c'est abandonné, ça s'en va au gouvernement en prend en charge, le centre d'expertise le regarde, le barrage n'est pas sécuritaire, ils veulent ouvrir les vannes, les citoyens disent non, ouvrez pas les vannes, on va le reprendre, l'association de citoyens reprend le barrage, pour finalement leur filer à une municipalité qui l'avait abandonné 2 ans avant. Donc, c'est des histoires... peut-être attendre à la fin pour les questions. Merci. D'autres choses qui peuvent y arriver durant la vie utile de la centrale, c'est des obligations. Vous savez que la loi sur la sécurité des barrages a créé une série d'obligations. Avant, il y avait des autorisations en vertu de la loi sur le régime des eaux. C'était comme une photo lors de la construction. Mais la loi a créé des obligations tout le long de la vie utile. Donc, vous pouvez vous retrouver à des situations où vous allez faire des études puis arriver à des obligations de travaux. Bien là, toutes les lois s'appliquent. On retourne encore au début. Et c'est pas parce que la loi sur la sécurité des barrages vous oblige à faire des choses que vous devez quand même faire tout le processus. Puis même la loi vous devez retourner à la loi sur le régime des eaux pour l'approbation des plans et devis. Puis quand vous retournez à la loi sur le régime des eaux, c'est comme un réexamen de vos droits. Votre bail est-tu valide? Tout est beau? Est-ce que vous avez tous les droits? C'est un processus, un réexamen. Puis c'est la même chose, ça peut ouvrir des portes à des obligations parce que vous retournez auprès de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, si votre débit réservé peut être remis en question, donc c'est ça. Autre déclencheur, c'est ça, c'est que vous avez d'autres possibilités. Quand vous avez une centrale hydroélectrique, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme si vous êtes en aval d'un réservoir. Vous avez des possibilités de vous retrouver dans une situation où, justement, c'est le centre d'expertise qui gère le réservoir en amont. Et c'est ça, vous devez
qu'est-ce qu'ils appellent un service d'emmagasinement. Donc, bien souvent, c'est ça qui peut arriver, c'est que vous pourriez avoir le centre d'expertise qui veut renouveler son entente pour des raisons X, ou le centre d'expertise qui a le barrage sur la rivière X, puis vous êtes à la centrale en aval. Ils ont des obligations en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Ils veulent faire des travaux majeurs sur le barrage, reconstruire. Bien, ils peuvent venir frapper à votre porte et vous dire, bien là, j'ai le choix, je démolis le barrage, il n'y aura plus de réservoir en haut, ou, s'il vous plaît, venez cotiser. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, c'est des événements qui peuvent arriver, qui déclenchent une réouverture, puis des nouvelles redevances ou des nouvelles dépenses pour vous autres. D'autres déclencheurs, je vais passer rapidement. Je pense que le temps fuit. Je vais aller tout de suite sur quelques enjeux. Pour moi, pour ma part, si vous avez un projet hydroélectrique, l'enjeu principal, il n'est pas là. C'est, encore, je vais revenir là-dessus, c'est l'acceptabilité sociale. Vous devez avoir un paquet de permis, vous devez obtenir des autorisations, des décrets. Si vous n'avez pas l'acceptabilité sociale, puis une bonne acceptabilité sociale, bien, là, vous vous retrouvez avec des problèmes. Ça, c'est des enjeux parmi tant d'autres. Je vous parle de ceux-là parce que c'est ceux-là que je connais. Je ne veux pas m'aventurer dans des zones inconnues ou puis dire n'importe quoi. Donc, si je vais sur le premier, la loi sur la sécurité des barrages, bien, c'est une loi qui, comme j'ai dit tantôt, elle date de 2002. C'est une loi qui approche de 14 ans. Généralement, les lois, ça change à 10-15 ans. Il y a toujours des modifications. Puis les règlements, c'est à peu près aux 3-5 ans. Là. Donc, le règlement d'application a changé souvent. Et la loi sur la sécurité des barrages, bien, ça fait un petit bout de temps. Donc, ça devrait s'en venir, surtout que le vérificateur général est passé au centre d'expertise, comme peut-être plusieurs le savent, et a fait plusieurs remarques sur l'application de la loi sur la sécurité des barrages. Donc, ils veulent resserrer, probablement, rendre ça plus strict à court terme. Il y a moins comment je pourrais dire, de passe-droit ou d'attente. C'est un peu, ça va venir un peu comme c'est avec l'environnement. Vous allez produire un document le 31 décembre 2016, on est rendu le 1er janvier 2017, vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir le constat d'infraction. Ou l'avis de non-conformité maintenant, je pense que ça s'appelle. Puis, c'est planifié, je pense que c'est en cours, il y a une modification qui s'en vient prochainement de la loi. Et aussi probablement du règlement, peut-être des simplifications. Je ne pense pas qu'il va y avoir d'augmentation d'obligations, mais ça se dirige vers peut-être un enrobage de pouvoir peut-être plus coercitif, plus simple d'application aussi. Là. La loi sur le régime des eaux, c'est ça, c'est une loi qui est assez âgée, 1856-1918. C'est la principale loi qui encadre les baux de force hydraulique. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité des barrages, on avait regardé la possibilité de la modifier. C'est une loi qui fait peur, c'est une loi qui donne des pouvoirs. Donc puis il y a beaucoup de mariage avec d'autres lois. Donc, à ce moment-là, les avocats ont dit non, on ne touche pas à ça, on n'a pas le temps, on va régler ça plus tard. Mais ça fait en sorte que ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de modifier cette loi-là. Donc, avec justement la venue du vérificateur général, il y a peut-être un momentum. C'est peut-être qu'ils vont envisager justement, notamment d'enlever le dédoublement avec la loi sur la sécurité des barrages. Parce la loi regarde la sécurité, puis la loi sur la sécurité regarde la sécurité. Les deux font à peu près la même chose. Si vous faites une demande, c'est le fonctionnaire qui va régler le problème. Ça va être la même demande, mais c'est le fonctionnaire qui va faire 2 autorisations. Là. Puis, notamment, la loi sur le régime des eaux, ça exige un décret gouvernemental qui est un processus qui peut durer 2 mois. Tandis que l'autorisation en vertu de la loi sur la sécurité des barrages, bien, c'est juste une autorisation ministérielle, ça se traite beaucoup plus simplement, plus rapidement. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est une loi complexe, très complexe. Si vous la lisez, c'est presque en vieux français. Là. On parle encore de chaussées, puis d'écluses, puis Dieu sait quoi. Là. Donc, c'est assez particulier. Et il y a des droits d'expropriation, il y a du flattage, il y a bien des choses. Puis l'amende, c'est à peu près 500 $ présentement si vous ne respectez pas. Là. Donc, c'est plus à jour. Puis tantôt, je vous ai montré, je vous ai parlé aussi, je vais juste parler de l'arrêté en conseil du mois d'avril 63. Bien, 63, ça fait combien? Ça fait 54 ans, 53 ans. Puis
ça, c'est dans les décrets, quand tu fais une approbation de place et devis en vertu de la loi sur le régime des eaux, vous allez retrouver ça. C'est approuvé en vertu également aux conditions générales édictées par l'arrêté en conseil de 63. Donc encore, on approuve, on fait des approbations avec des conditions de 1963, de 53 ans. Puis là-dedans, on retrouve en tout cas, des choses qui mériteraient d'être à jour, mais c'est une boîte de Pandore. Si tu touches à ça, tu es obligé de consulter 3-4 ministères, puis il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir mettre leurs conditions générales dans l'approbation. Donc, c'est mieux d'attendre justement la réforme puis la modification de la loi que même de s'attaquer à un simple arrêté en conseil de 1963. Le CHQ, vous avez parlé tantôt des services d'emmagasinement. Effectivement, le CHQ frappe à beaucoup de portes de petites centrales pour exiger une redevance qui est une redevance supplémentaire à celle qui est payée dans le cadre de votre bail. Il faut comprendre que le CHQ, c'est un organisme qui s'autofinance en partie, je pense à la hauteur de 15 à 20 % de son budget provient justement de redevances puis d'argent de l'extérieur. Donc, quand ils font des travaux, ils cherchent à financer une partie des travaux. Puis, leurs frais d'exploitation, bien, ils facturent. Si vous êtes sur la rivière du Lièvre ou si vous êtes sur la rivière du Loup, Chicoutimi, Saguenay, il y a des réservoirs. Bien, c'est ça, ils vont venir frapper à votre porte puis ils vont dire, bien, on va signer une entente ensemble. Pourquoi? Sur quel pouvoir qui se base? Ils ne sont pas assujettis. Le CHQ, la loi sur le régime des eaux, le gouvernement n'est pas assujetti à la loi sur le régime des eaux. Mais par contre, ils sont l'héritier de la Commission des eaux courantes. On parlait tantôt des lois Georges V, Georges VI. C'est grâce à ça. Parce que c'est des barrages qui ont été construits par la Commission des eaux courantes. Et quand le gouvernement a autorisé, ni plus ni moins, la Commission a procédé à construire le barrage Gouin, Kenogami, Saint-François, Némite, bien, il y avait un pouvoir qui était donné à la Commission de facturer pour les frais de service, les frais d'exploitation. Donc, le CHQ se sert encore de ces vieilles lois-là de 1930-1920 pour aller voir les propriétaires et exiger des redevances. Puis faire participer justement à leurs frais d'exploitation des exploitants en aval qui bénéficient ni plus ni moins de la régularisation des eaux. Puis ce pouvoir-là, ben, juste pour commenter avec la vérificatrice générale, est passée là-dessus elle aussi. Puis elle s'est aperçue, ben, c'est basé sur des très vieilles lois, puis c'est pas encadré, c'est comme un pouvoir qui... C'est pas... Ils peuvent négocier n'importe quoi. Donc, normalement, quand tu es rendu à aller chercher de l'argent, il faut que ça soit bien encadré. Et ça, l'encadrement n'était pas nécessairement là. Donc, probablement, prochainement, il va y avoir un règlement, une directive ou une politique qui va être produite pour justement essayer d'arranger ça. Puis ceux qui sont sujets à ce genre d'entente-là, la prochaine négociation risque d'être bien différente. Et juste pour mentionner, dans la loi sur le régime des eaux, il y a un autre pouvoir qui est donné à un propriétaire de barrage. C'est l'équivalent. Si, mettons, Hydro-Québec possède un barrage, mettons, Bascatong, Kabongos, la rivière Gatineau, puis il y a un promoteur qui a une bonne idée d'aller s'installer sur la rivière Gatineau, faire une petite centrale, attendez-vous que Hydro-Québec va aller frapper chez vous. Vous dites, s'il vous plaît, vous bénéficiez de ma régularisation, bien, payez-en une partie de mes frais d'exploitation. Je ne vous cache pas que c'est arrivé quand ils ont construit SM3, c'est arrivé avec les producteurs plus bas. Ils sont venus les voir, puis ils ont exigé, je ne sais pas le contenu de l'entente, mais ils sont servis un peu de ce pouvoir-là pour aller chercher de l'argent auprès des producteurs qui bénéficient maintenant de la régularisation du réservoir. Pour finir, un dernier enjeu que je veux vous parler, c'est la question de droit privé. Tantôt, je vous ai dit, les droits d'inondation privés, c'est pas dans la loi sur le régime des eaux, c'est pas dans la loi sur la sécurité des barrages, mais c'est dans le Code civil. C'est ça qui gère le domaine privé. Pour le domaine public, c'est la loi sur le régime des eaux, à même le bail, que vous obtenez les droits. Mais si vous construisez, que ce soit des structures sur du terrain privé, ou vous occupez un lit qui est privé, ou vous inondez de quelconque façon, de manière préjudiciable, des terrains privés, bien, vous devez obtenir ce qu'on appelle des droits d'inondation. Quand on procède à l'approbation en vertu de la loi sur le régime des eaux, bien, c'est ça, on demande au promoteur de produire un mémoire sur les droits affectés. À partir de là,
bien le décret est construit ou l'autorisation est construite autour de ça. Qu'est-ce qui est un peu différent de ce qui se faisait pendant que j'étais au centre d'expertise? Quand c'était au centre d'expertise, bien, c'était un peu nous autres, la direction de la sécurité des barrages, qui traitait de ça, les questions de droit d'inondation. Donc, on avait une façon de faire. Je pense que les gens à la sécurité des barrages auraient encore la même façon de faire. Mais maintenant, avec le nouveau guide sur l'octroi des forces hydrauliques, qui date déjà de quelques années, je pense, ils ont adopté une certaine notion qu'ils ont pris dans la loi sur la sécurité des barrages, qui ont fait un cut and paste, comme on dit maintenant. Ils ont copié qu'est-ce qui est la notion de crue de sécurité, puis d'une crue minimale, en fait, des droits minimum 1 dans 100 ans. Donc, si vous faites un nouveau projet, attendez-vous justement à déterminer pratiquement votre crue de sécurité dans le projet pour savoir combien de droits sur le terrain privé vous devez aller chercher. C'est moi, tant qu'à moi, personnellement, là, c'est une notion que je trouve embêtante parce que la crue de sécurité est déterminée en fonction des dommages aval pour aller chercher des droits amont. C'est une notion qui... En tout cas, c'est pas moi qui l'ai introduit. Le minimum de 100 ans aussi, c'est à peu près qu'est-ce qu'on exigeait à l'époque quand j'étais à la sécurité des barrages. On exigeait autour de 100 ans des droits d'inondation, au moins sur le terrain privé, jusqu'à 100 ans. De façon pratique, ça cause certains problèmes, mais de façon générale, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a très peu de modifications entre la crue de sécurité, puis surtout les projets, bien, c'est plus difficile de les faire en milieu urbain. Qu'est-ce qui justifierait une crue de sécurité très élevée? Donc, avec une crue quand même basse, ça ne fait pas bien de différence. Si par malheur, vous inondez des terrains privés, puis mettons qu'il y en a 10, puis il y en a 1 sur 10 qui ne veut pas arriver de gré à gré avec vous, soit ça tue le projet, mais par contre, comme j'ai dit tantôt, il y a un pouvoir d'expropriation qui est possible, qui est inclus dans la loi sur le régime des eaux. Sauf que, l'acceptabilité sociale si vous allez perdre des points là-dessus, fort probablement. Est-ce qu'il faut adapter le projet? Probablement adapter le projet pour obtenir l'acceptabilité sociale, mais ça ne vous permettra probablement pas d'éviter d'aller acquérir quand même des droits sur certains terrains. Puis la difficulté que je vois là-dedans, puis que je n'ai fait part quand même à quelques reprises au ministère des Ressources naturelles, c'est que pour pouvoir exproprier, ça te prend des forces. Pour avoir les forces, ça te prend un bail. Puis pour avoir un bail, ça te prend des droits. Donc c'est comme la poule et l'œuf, lequel qu'on doit avoir en premier. Ceci dit, ça termine ma présentation. Merci de votre écoute.